Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Visite historique du chef de l'État en Chine. Macky Sall a quitté Dakar ce matin. Dans ce journal, le sens de cette visite d'État, des reportages en Chine sur le modèle économique chinois et l'intégration de la communauté musulmane à Dakar. Nous nous intéresserons à l'engouement du CD sénégalais pour le mandarin. C'est la grande entente entre le gouvernement et les syndicats après les travailleurs de la santé. Des accords sont signés avec les syndicats d'enseignants. Un comité de surveillance a été mis en place pour le suivi et de l'application de ces accords. Et comme tous les mardis, la rubrique au cœur de nos cultures. Ce soir, elle porte sur le Daurabine, une danse traditionnelle lébou qui continue de rythmer les grandes cérémonies dans cette collectivité. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir donc. Le chef de l'État a quitté Dakar ce matin à destination de Beijing. Le président de la République effectue une visite d'État de 4 jours en République populaire de Chine, une première pour un chef d'État africain. À ce titre, il sera reçu avec tous les honneurs de la République populaire. Il a été salué à son départ par le Premier ministre et les membres du gouvernement. Justement, à Beijing, les Sénégalais se préparent à accueillir leur président de la République qui est attendu dans la capitale chinoise à 9h heure locale. Ndeye Aïda est allé à leur rencontre. Les Sénégalais ont commencé à arriver petit à petit ici à Beijing. Ils viennent pour la plupart de la province de Guangdong, à Guangzhou plus exactement. Ils sont plus de 500. Ils sont venus accueillir le président de la République et nous retrouvons certains parmi eux. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous vous appelez comment? Sidilaï. Sidilaï. Alors Sidilaï, comment est-ce que vous appréhendez la visite du président de la République en République populaire de Chine? C'est comme le Sénégalais, c'est toujours un plaisir de voir le président de la République. Même quand on est chez soi, à plus forte raison quand on est à l'étranger, donc c'est toujours agréable. C'est un plaisir en fait de se voir. Ok, vous avez fait combien de kilomètres pour le voir? Voilà, beaucoup de kilomètres. Je ne saurais le dire, mais beaucoup de kilomètres quand même. On a traversé beaucoup de provinces, on a eu 3 heures de vol. Alors ça fait quand même bonne santé. D'accord, ok. On va peut-être voir d'autres de vos compatriotes qui pourraient nous parler aussi de leur appréhension. Alors là, nous retrouvons une dame qui se prépare à voir ses papiers. Quelles sont les réponses par rapport à ces c'est juste un plaisir de voir le président ici et son émission aussi, de le voir venir et puis qu'il puisse nous entendre et puis savoir ce que nous voulons ici. C'est comment votre nom? C'est Mohamed Diallo. Mohamed Diallo. Vous êtes étudiant, hein? Oui, je suis étudiant à Guangzhou. Et dans quelle branche? En ce moment, je fais la langue. La langue? Ouais. La langue chinoise? Ouais. Ok, c'est quoi vos problèmes, vous, en tant qu'étudiant? Oui, il y a trop de problèmes, madame. Ok. Parce que les inscriptions sont chères. Et nous sommes des étudiants non boursiers. Ok. Ça aussi, ça consiste en problème. Donc nous voulons que le président nous aide. Désolé de déranger. Apparemment, ils sont en réunion. Alors, nous retrouvons cette belle dame, apparemment une Sénégalaise qui est ici en Chine. Depuis combien de temps, madame? 9 ans. Depuis 9 ans. Alors, la réunion, c'est pourquoi? Nous devons accueillir son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui vient en visite officielle en Chine. Nous nous sommes déplacés de Guangzhou à Beijing pour venir lui souhaiter la bienvenue. Ok. Vous êtes au nombre de combien? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. D'accord. Étudiants, hommes d'affaires, femmes d'affaires réunis. D'accord, ok. Et vous, ici en Chine, quels sont vos problèmes? Comme tous les immigrés. C'est une terre étrangère qui n'est pas la nôtre, mais on essaie de faire avec. C'est à côté de Madame Anna qui prépare de bons plats aux Sénégalais que nous terminons cette interview avec les Sénégalais. Le chef de l'État est attendu demain matin ici et ils sont tous prêts à l'accueillir.
accueillir. Et avec eux, donc, Ndeye Aïda Dia, notre envoyé spécial en Chine. Macky Sall sera reçu donc en Chine avec tous les honneurs consacrés par la République populaire. Au cours de ce séjour solennel, le président de la République va passer en revue la coopération bilatérale, une visite assez inédite dans sa configuration et au regard des enjeux, a rappelé l'ambassadeur de Chine au Sénégal. Son Excellence Jiang Yuan était l'invité de l'émission Le Point. Nous l'écoutons au micro de Ousmane Garifay. Le président Macky Sall se rendra en Chine dans le cadre d'une visite d'État. En diplomatie, les visites se répartissent en plusieurs catégories. Visite d'État, visite officielle, visite de travail, visite privée, etc. Et donc, une visite d'État, c'est le voyage le plus solennel dans les relations d'État à État. D'accord. Et sera acquis avec les honneurs? Oui, tous les honneurs nécessaires, indispensables. Dans le passé, effectivement, d'autres chefs d'État sénégalais se sont rendus en visite en Chine. Le président Ouad a été en Chine en 2006 pour effectuer une visite d'État, une visite bilatérale, et après participer au forum sur la coopération sino-africaine. Et donc aujourd'hui, pour le président Macky Sall, je pense qu'il aura tous les honneurs tout au long de sa visite, tout au long de son séjour en Chine. Son Excellence le président Macky Sall aura l'occasion de faire un échange de vues aussi large que complet pour faire un état des lieux des relations bilatérales entre nos deux pays, faire aussi des échanges de vues sur tous les grands dossiers internationaux, les dossiers sous-régionaux, les dossiers africains et les grands dossiers mondiaux. Voilà, l'ambassadeur de Chine à Dakar était l'invité de l'émission Le Point de la semaine dernière, une émission animée par Ousmane Ngarifay. Dans le cadre de la visite du chef de l'État en République populaire de Chine toujours, un forum économique sera organisé. Sont conviés les hommes d'affaires sénégalais. Certains sont en Chine, à Guangzhou plus exactement, où on retrouve plus de 500 Sénégalais. Certains ont réussi dans le milieu des affaires. Le reportage de nos envoyés spéciaux en République populaire de Chine, Omar Dian, Mamadou Mbeng et Ndeye Aïda Dia. À plus de 2000 km de Beijing, Guangdong, c'est l'une des provinces chinoises les plus économiques. Elle abrite la plupart des usines de textiles, de carrelage, d'automobiles, entre autres. Une communauté de Sénégalais vivant à 60 km de là, à Guangzhou plus exactement, y est implantée. Ces derniers travaillent dans tous les secteurs, mais les plus anciens ont réussi à créer leur propre business en partenariat avec des Chinois, à l'image de Amadouba. Nous avons déjà négocié avec certains de nos fournisseurs de délocaliser dans un premier temps quelques petits ateliers. Oui, quelques petits ateliers parce que on ne peut pas continuer tout le temps à acheter avec les Chinois. Nous voulons aussi essayer la main-d'œuvre au pays. Les Sénégalais dépensent beaucoup d'argent pour acheter des carreaux. Nous avons des partenaires ici, mais ce qui serait intéressant, c'est d'implanter des usines là-bas au Sénégal, de sorte que les jeunes demandeurs d'emploi puissent en bénéficier, et le Sénégal aussi. D'autres Sénégalais travaillent dans le secteur du textile. Jour de férié ce lundi pour les employés de Papfal qui s'est implanté en Chine après un passage aux États-Unis. Je suis en Chine depuis 2004. Je travaille avec des employés chinois très rigoureux. Je tire mon épingle du jeu. Et ce qu'il faut, c'est prendre leur savoir-faire pour l'expérimenter au Sénégal. Nous savons que ce n'est pas compliqué de réussir tout ce que les Chinois font de bon. Mais il faut avoir tout juste le soutien de l'État. Nous sommes dans une grande fabrique de carreaux. En 2012, le montant des importations de la
Chine vers le Sénégal s'élevait à 9 milliards de francs CFA. En 2013, le chiffre a augmenté de 1 milliard. Pour ces hommes d'affaires sénégalais conviés au forum économique qu'organise l'ambassade du Sénégal dans le cadre de la visite du président de la République, il est possible de changer les choses et déjà des engagements de certains de leurs partenaires qui veulent délocaliser leurs entreprises au Sénégal. L'islam des Dadiens est une religion bien pratiquée en Chine. La minorité musulmane est bien intégrée et bénéficie de faveurs dans le cadre de la politique d'harmonisation sociale et d'insertion des minorités menée par l'État. Oumou Baldé. Chine compte un peu plus de 20 millions de musulmans et plus de 30 000 mosquées, soit une mosquée pour 600 fidèles en moyenne. Bien que cette communauté soit en minorité, les musulmans chinois conservent leurs croyances. On respecte les piliers de l'islam. Par exemple, cette année, on a amené 10 000 membres de notre association à la Mecque. Dans cette avenue de Beijing dénommée Rue des Bœufs, qui est peuplée de musulmans, on trouve des restaurants, des supermarchés, des écoles et autres. Tout est aux normes de l'islam. L'architecture des mosquées garde une particularité islamique, la couleur verte notamment, tout en incorporant des éléments chinois. Dans la pratique et les habitudes, les principes et devoirs islamiques fondamentaux restent inchangés. Seulement la morale et les traditions inhérentes à l'islam ont fusionné avec les traditions chinoises. À la naissance, l'enfant peut porter un prénom musulman, mais dans la vie courante, il a un prénom traditionnel chinois. Nous savons bien qu'il est dit dans le Coran que l'homme peut épouser jusqu'à 4 femmes, mais nous, par respect à la culture chinoise et à la politique du mariage dans ce pays, nous prenons une seule femme. Bien que les autorités compétentes s'abstiennent de toute ingérence dans les activités religieuses, elles prêtent leur concours à la demande des religieux. La législation leur permet aussi de jouir entièrement de leurs droits. On organise toutes les fêtes islamiques, car la législation nous l'autorise. Le gouvernement a aussi beaucoup investi pour la rénovation de ces mosquées et l'Institut. La communauté musulmane de Chine entretient aussi de bons rapports avec la Oumma. Notre association participe à beaucoup de conférences et rencontres internationales de la Oumma. La première expansion de l'islam en Chine remonterait à 650 après Jésus-Christ. À cette époque, un grand nombre de marchands arabes et persans arrivèrent dans le pays. Certains d'entre eux s'établirent définitivement et leur brassage avec les communautés locales a donné naissance à la communauté musulmane de Chine. Aujourd'hui, cette communauté est bien intégrée dans le pays. Un traitement préférentiel lui est accordé par le gouvernement dans le cadre de sa politique d'harmonisation sociale et d'insertion des minorités. Depuis près d'une décennie, il est possible d'apprendre le mandarin au Sénégal. Plusieurs instituts publics ou privés dakarois dispensent aujourd'hui des cours de chinois dans certaines filières. Cette langue est même devenue un module obligatoire. Le mandarin, une langue qui séduit de plus en plus des Sénégalais. C'est un dossier ficelé par Oumindour. Institut supérieur de management à Dakar, premier institut à enseigner le mandarin au Sénégal. Ses dirigeants ont senti très tôt le vent tourner en faveur de la Chine et n'ont pas raté le coche en envoyant des enseignants se faire former sur place. Et depuis 2005, ce sont eux qui dispensent les cours de mandarin. Bientôt, le chinois va dominer le monde avec sa langue. Donc, mieux vaut être au cœur du dispositif que déjà à côté. Ainsi, dans cet institut, le mandarin est devenu obligatoire en management, la filière que suivent Alima et Khadijatou. ISM. Nous ne devons pas seulement nous limiter au français
Et le chinois, c'est une belle langue pour l'avenir, ça peut nous servir dans l'entreprise ou dans la société. Le cours du jour porte sur le pronom possessif et pour l'expliquer aux étudiants, M. Meng a invité Kumar Faye qui prépare son doctorat en Chine. Il est en vacances au pays. Ça ne change pas. Le genre masculin, féminin, vous utilisez toujours L'ISM n'est plus toutefois seul sur le créneau du mandarin. À l'Institut des langues étrangères appliquées de la faculté de lettres de l'Université de Dakar, un cours de mandarin est dispensé depuis 2 ans. J'aspire à être une professionnelle du tourisme, parler chinois, parler plusieurs langues, l'allemand, etc. C'est un atout. Pour l'instant, il n'y a qu'une quinzaine d'étudiants à s'intéresser à ce programme, mais ils le font avec une grande ferveur. Les étudiants ont un enthousiasme pour cette langue et je suis sûre que d'année en année, beaucoup d'étudiants viendront pour l'enseignement du chinois. Et nous pensons que dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'hôtellerie ou dans d'autres domaines, ils pourront apporter leur contribution aux relations entre la Chine et le Sénégal. Ici, le cours est dispensé par M. Di, envoyé par l'Institut Confucius dans le cadre de la coopération bilatérale. Le Sénégal compte en effet un Institut Confucius depuis décembre 2012. Dans ce cours, la majeure partie des apprenants est constituée de professionnels avec pour chacun une motivation bien particulière. Je travaille dans une compagnie aérienne. Je suis agent administratif à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le coordonnateur au niveau d'une entreprise qui a été créée par des Chinois. Je suis femme au foyer en ce moment, mais j'avais eu d'autres activités. J'ai toujours adoré découvrir la Chine, aussi bien sur le plan culturel que gastronomique. Je suis gérante d'un institut qui dispense des cours d'anglais. Ils sont à peu près 90 étudiants cette année et donnent entière satisfaction à la direction de l'Institut. Nous avons passé une année très fructueuse. Monsieur Gang est le directeur chinois. Il dirige l'Institut Confucius avec un directeur sénégalais, conformément au statut de l'Institut. Aujourd'hui, il passe en revue les plans du site qui accueillera l'Institut dans quelques mois. De nouveaux locaux qui seront construits au sein de l'Université de Dakar sur 1200 mètres carrés et qui permettront d'élargir leurs activités hors de ces locaux exigus mais provisoires qu'ils occupent actuellement. La demande est très forte. Nous avons même été obligés de refuser beaucoup de demandes. Les gens viennent tout le temps. Et je pense qu'avec la construction de notre institut, nous pourrons rapidement atteindre des centaines, voire 1 millier d'étudiants. Mais pour parler mandarin au Sénégal, pas besoin obligatoirement d'aller dans un de ces instituts. Les vendeurs sénégalais des allées du Centenaire en savent quelque chose. Moi, j'ai appris en retranscrivant tout ce qu'il disait en français. Comme je l'entends, je répète ça comme ça. Cet article est disponible en blanc, rouge et une autre couleur. Êtes-vous déjà allé en Chine? Non, mais à force de les côtoyer, je me débrouille maintenant en chinois. Que ce soit dans un institut d'enseignement public, privé ou encore au contact de ces commerçants chinois, les Sénégalais qui apprennent le mandarin ont bien compris qu'il fallait désormais compter avec cette langue dans le futur. Autre aspect de l'actualité, toutes les dispositions sont prises pour combattre et éradiquer la fabrication et le commerce illicite des armes à feu. C'est la réaction du Premier ministre. Madame Aminata Touré présidait ce matin un atelier sur la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, un événement précédé par l'inauguration du siège de la Commission nationale de lutte contre ce fléau. Louis-Philippe Sagna. Situé au complexe SICAP.1 sur l'avenue Cheikh Anta Diop, ce siège va faciliter la coordination des actions sur le terrain. Une visite guidée a permis au secrétaire permanent d'expliquer le mode de fonctionnement. Après l'inauguration, place au séminaire initié par la Commission nationale pour approfondir la réflexion. Thème central, agir pour la sécurité au Sénégal
Quid de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Après l'épisode du Mali, que c'est une question essentielle, importante, et qui a failli menacer un État tout entier et menacer en passant le nôtre. Donc la question de la prolifération des armes dites légères est une question essentielle, puisque c'est pour nous nos armes de destruction massive. Tous les conflits, toutes les agressions, toutes les violences armées dans ces pays sont commises par le biais de ces armes légères-là, et que l'on définit comme toute arme qui est portable par un individu ou par plusieurs individus. Toute l'Afrique est concernée par ce fléau. Avec les différents foyers de tension, notamment dans la zone du Sahel, il est temps d'agir. L'inauguration des locaux de la Comnat, la commission, suivie de la présidence de ce séminaire, me donne l'heureuse opportunité de rappeler au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, l'importance que notre pays attache à la paix et à la sécurité, et en conséquence à l'éradication de la prolifération et de la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. De la vie générale, il est question de privilégier la prévention par le biais des renseignements, ce qui nécessite des moyens non négligeables. Nous sommes également soutenus par la CEDEAO et c'est le lieu de saluer les immenses efforts consentis par cette organisation. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter les autres partenaires techniques et financiers à suivre cette voie ouverte par la CEDEAO afin de soutenir les efforts de notre pays pour demeurer un espace de paix et de sécurité. Une approche participative est indispensable. Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a toujours accompagné la société civile pionnière dans ce combat contre la prolifération illicite des armes à feu. Dans l'actualité sociale, les syndicats d'enseignants et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente pour le meilleur de l'enseignement au Sénégal. Un comité de surveillance a été mis en place pour l'application des accords. Auparavant, le gouvernement avait reçu également le SUCSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé. Là également, des accords ont été signés. Youssou Kaba. Une série de rencontres qui avait commencé d'abord avec le syndicat unique des travailleurs de la santé, SUCSAS. Sur la table du gouvernement, un chapelet de doléances. Une grande partie a fait l'objet d'accords entre syndicats et la tutelle. Vous nous avez entendu parler du financement de la santé. Normalement, on devait en être à 14% cette année, si on considère l'accord qu'on avait eu en 2009. Malheureusement, on n'est pas loin de 11%. Or, la santé et l'action sociale réunie devaient faire plus de 15%, pour ne pas dire 20%. Donc le gouvernement s'engage à aller à 15% en 2015. Et d'ici là, nous avons dit aussi que l'action sociale mérite au moins 5%, parce que l'action sociale et la santé sont d'égale dignité. L'action sociale n'est pas un appendice de la santé. L'élection, on a fait accepter au gouvernement l'organisation d'élections de représentativité des syndicats du secteur de la santé, et cela à des fins de gestion démocratique du personnel, parce que la question de la représentativité. Maintenant, la question du paiement des contractuels, tout comme aussi la motivation, ils ont pris l'engagement pour 2014 donc, de sécuriser les fonds pour qu'il n'y ait pas, disons, de retard de paiement, et les paiements se feront à date échue. Ensuite, ce fut le tour, comme d'habitude, des syndicats, des enseignants. Toujours en mouvement de grève, les enseignants semblent trouver le bout du tunnel à travers ce énième accord conclu entre les deux parties. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le mouvement syndical enseignant, mais également pour l'école sénégalaise dans sa globalité. Vous vous souvenez, depuis 2 ans, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement autour des questions fondamentales à incidence pédagogique, à incidence sociale, mais également à incidence financière. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes arrivés à un accord entre le gouvernement et les organisations syndicales. Cet accord lie de façon définitive les deux parties. Une nouvelle démarche dans l'approche vis-à-vis des questions syndicales, dira le ministre de la fonction publique. Une approche qu'il tient des instructions du chef de l'État. Nous avons eu environ 34 points d'accord. Sur chacun des points d'accord, nous avons défini quel doit être le rôle de chacune des parties.
et nous avons décidé de mettre en place un comité de suivi pour suivre l'exécution de cet accord. En tout cas, aujourd'hui, de nouvelles conditions ont été créées parce qu'il y avait non seulement les syndicats, il y avait le gouvernement tout entier, mais il y avait aussi les partenaires de l'école. La plupart des revendications étaient dues au fait que le gouvernement avait signé des accords qu'il ne respectait pas. Et le président de la République nous a demandé de changer. Il faut avoir, nous disait-il, une posture de solution des problèmes, mais ne prenez que des accords réalistes et réalisables. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons plus que des accords réalistes et réalisables. Une issue heureuse pour les différentes parties, une bonne nouvelle également pour le peuple sénégalais qui a tant souffert de ces agissements. Le Sénégal se dote d'un nouveau code des douanes, fruit d'une large concertation. Ce code est une adaptation aux mutations actuelles. Son but est d'améliorer l'environnement des affaires. Le projet a été voté ce matin à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Écoutons à ce propos le ministre du Budget, Amadou Makhtar Cissé, est au micro de Bintawagé. Le monde évolue et il faut évoluer avec. Voilà en résumé ce qui justifie le changement du code des douanes du Sénégal. L'actuelle législation douanière, pour rappel, totalise 27 années d'application dans un contexte de mutation majeure de l'environnement du commerce international. C'est pourquoi son adaptation aux dispositions réglementaires est aujourd'hui devenue plus qu'une nécessité. L'ancien code de 1987, nous n'avions pas encore les organisations sous-régionales et régionales que vous connaissiez. L'OMC n'existait pas déjà parce qu'avant c'était le GATT, c'est devenu OMC en 1994. Donc bref, l'environnement international au plan institutionnel a évolué, entraînant une évolution de la norme. Parce que la norme est aujourd'hui communautaire, en tout cas surtout dans le secteur du commerce transfrontalier qui nous concerne par rapport au code des douanes. Et donc il fallait adapter le code par rapport à ça. Il fallait également adapter le code par rapport à notre propre environnement des affaires. C'est donc un nouveau code des douanes, fruit d'une large concertation commencée depuis 3 ans, qui a été présenté. L'ensemble de la représentation nationale y a adhéré. Raison évoquée par les uns et les autres, la conformité du nouveau code des douanes aux lois internationales, communautaires et nationales et la pertinence des domaines à améliorer, à savoir les procédures de dédouanement, le partenariat avec le secteur privé ou encore la dématérialisation des formalités et des procédures. Ce code a été adopté avec des mesures de simplification qui améliorent le climat des affaires en termes de gain de temps dans les procédures de dédouanement. Procédures de dédouanement aujourd'hui qui sont dématérialisées et également c'est une autre innovation dont le code devait nécessairement tenir compte parce qu'en 1987 nous étions dans des procédures manuelles, en 1990 nous sommes passés à des procédures automatisées avec le système Gaindé. Aujourd'hui depuis 2010-11 nous sommes sur des procédures dématérialisées avec un guichet unique, avec un système de paiement électronique, le système Orbus. Le nouveau code des douanes a ainsi été voté à l'unanimité, tout comme les 2 autres projets de loi soumis à l'appréciation des députés. Ils sont relatifs au contentieux des infractions à la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'UEMOA et à la loi de règlement pour l'année 2011. Le ministre du Budget ce matin devant les députés, compte rendu signé Bintawagé. L'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité a mis à la disposition de l'État des agents de sécurité. L'ASP a signé une convention avec la gendarmerie nationale, la police et la direction générale de l'administration et du territoire. Cette mesure permettra d'assurer à la population une sécurité basée sur la prévention et l'assistanat. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Awa Ndiaye. Cette cérémonie de signature de la convention de partenariat entre l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité et la gendarmerie nationale, la police nationale et la direction générale de l'administration et du territoire permettra de créer une nouvelle dynamique sécuritaire. L'objectif est de promouvoir les activités de police de proximité. Monsieur le chef de l'État, président Macky Sall, a inspiré cette nouvelle démarche sécuritaire participative axée sur la prévention et la proximité dont l'objectif est double, créer une nouvelle dynamique sécuritaire des personnes et des biens et conséquemment
des emplois au profit de la jeunesse. L'Agence d'assistance à la sécurité a mis à leur disposition des assistants de sécurité. 2000 pour la police, 1000 pour la gendarmerie et 565 pour l'administration territoriale. Ils ne seront pas là justement que pour faire les tâches de circulation ou pour lutter contre le banditisme, mais c'est plutôt pour assister administrativement par moment donc ces fonctionnaires de l'administration territoriale, mais en même temps donc les aider dans ces préventions sécuritaires-là. L'emploi constitue une priorité pour l'État du Sénégal. Le recrutement de ces assistants de sécurité s'est fait dans la neutralité et la transparence. Les autorités ont trouvé des solutions pour faire de la sécurité un devoir pour l'État. C'est de l'assistance au profit exclusif des populations sénégalaises. Ça ne peut pas être l'émanation d'un parti politique ou d'un mouvement ou d'un quelconque citoyen, mais c'est pour tout le pays dans son entièreté, parce que si on les met à la disposition de la police ou de la gendarmerie, vous conviendrez avec moi que c'est pour exclusivement le bonheur des populations sénégalaises. Avec l'acte 3 de la décentralisation, les collectivités locales sollicitent une sécurité de proximité. L'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a formé ses volontaires pour venir en appoint aux forces de l'ordre. Ziguinchor a abrité ce matin un CRD sur la mise en place de la télévision zonale RTS 4. Les responsables du service public de l'audiovisuel ont présenté le projet aux autorités et aux populations des 3 régions méridionales. Occasion pour les habitants de dire tout le bien qu'ils pensent de la RTS, donc de la télévision Bachir-Douar. Toutes les 3 régions étaient présentes à cette rencontre. La Casamance s'approprie déjà son futur bijou. L'ensemble des interventions abondent dans ce sens. La partie méridionale du Sénégal a besoin de cet outil. Il va contribuer à lever des barrières, à résoudre des problèmes et à rapprocher. Aujourd'hui, avec la production que vous aurez à balancer à travers le monde, mais qui va intéresser aussi bien dans tous les domaines du moins de l'activité économique, sociale et culturelle de la Casamance, je pense que les gens se rendront compte que véritablement la Casamance aussi possède d'énormes potentialités qu'elle peut mettre à la disposition du monde entier. Le projet de télévision zonale présenté et l'éventuelle grille de programme révélée, autorités administratives, chefs de service, élus locaux et acteurs de développement ont formulé attentes et préoccupations. Le comité de pilotage et le directeur général de la RTS ont rassuré tout ce monde. Cette télévision a été pensée, étudiée et analysée. Aucun détail n'a été négligé. Nous, lorsqu'on réfléchit au niveau de la RTS, on pense à tout ce qui peut participer à la cohésion nationale. Parce que c'est vrai que la radio participe à la cohésion nationale, mais la radio peut participer aussi à la ghettoisation. Parce que si chaque village a sa radio, chaque langue a sa radio, chaque ethnie a sa radio, ça aussi, ça nous conduit vers des dérives d'ethnicisation de la télé, de la radio, etc. Et donc, il faut plus aller vers ce qu'on partage ensemble qui est fort et que ce partage nous permet mieux encore d'exprimer nos diversités. Nous, voilà comment on l'a pensé et je pense que quand ce sera expérimenté, on se rendra compte que l'idée de M. le Président de la République d'expérimenter le pôle territoire en Casamance est une idée pertinente. Après les discussions, les participants ont visité le locaux de la chaîne 4 et de la RTS 4. Le chef de l'État veut l'acte 3 de la décentralisation. La RTS traduit cette volonté en acte. La territorialisation, un bienfait. Qui dit développement dit avant tout politique définie pour les territoires. Et pour que cette politique soit appropriée, il est absolument nécessaire d'avoir un outil de communication ouverte, démocratique, disponible, très inclusive, qui va prendre en charge l'ensemble des préoccupations et assurer les couloirs de transmission entre les réalités des territoires vécus par les populations et la réclamation qu'elles peuvent faire à l'autorité administrative. Les travaux sont presque terminés. Dans quelques jours, le décor et le matériel seront en place. La RTS 4 va commencer à émettre au grand bonheur de toutes les populations.
Bachir Ba, nous vous le disions hier, le ministre de la Communication était en visite dans les locaux de la RTS en Casamance. Donc, cher Habiboulaye Dieye, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à la station régionale de Kolda et au centre émetteur de Sédhiou, les sites qui vont recevoir des équipements de la chaîne RTS 4, Eric Nimati. Kolda, capitale du Fouladou, première étape de la tournée du ministre de la Communication. Après cet accueil chaleureux, direction la station régionale. Ici, Cheikh Bamba Dieye et sa délégation ont visité les locaux de Kolda FM pour constater de visu les conditions de travail des agents. Partout, le constat est le même, du matériel neuf à la place du matériel vétuste. Un effort de financement magnifié par tous. Après cette visite guidée, le ministre tutelle a eu une séance de travail avec les autorités présentes. Plusieurs sujets ont été abordés dans le programme de la future chaîne de télévision. Sur cette question, le directeur général de la RTS a expliqué le rôle que celle-ci va jouer dans la promotion de la diversité culturelle du Fouladou. Mais Racine Talla s'est tout attardé sur le dispositif que mettra en place la RTS pour permettre à Kolda d'occuper toute sa place dans cette nouvelle chaîne de télévision. Ziguinchor, qui abrite le siège, n'est que le siège. Mais l'utilisation de la télévision va être faite par les 3 régions. Parce que dans chaque région sera installée une unité de production complète. Journalistes, agents marketing, réalisateurs, caméramans, preneurs de son. Et peut-être que les équipes, selon la demande ou selon les besoins, peuvent être doublées. Alors, il y a un dispositif également de transmission de la production. Comme le Fouladou, le Paka Balantakunda sera au cœur du dispositif de la chaîne régionale. La délégation a également visité le prochain site de la RTS 4 à Sédhiou. Ce sera ici, dans les locaux du centre émetteur de la radio nationale. Le site va abriter, en plus des équipements de la RTS 4, une station régionale de radio. Une bonne nouvelle pour les populations qui s'en réjouissent. Aujourd'hui, nous aurons notre bijou. Le directeur général, je salue votre engagement et votre détermination. N'est-ce pas? Si nous avons applaudi, n'est-ce pas, quand vous avez pris la parole, c'est parce que justement, au nom des populations, nous sommes satisfaits. À l'issue de ces 2 étapes, le ministre de tutelle s'est fait une idée du travail abattu par la RTS pour la concrétisation de ce projet de télévision. Une télévision qui sera, selon Cheikh Bamba Dieye, un outil important dans la mise en œuvre de la politique de territorialisation telle que voulue par le chef de l'État. La RTS, qui aujourd'hui prend en charge la territorialisation des politiques publiques. Pour ce qui est du domaine de la communication, de la distribution et surtout de la diffusion de l'information de qualité, parce qu'on ne peut pas parler de développement de notre pays sans information, sans aussi interaction entre les décideurs et les populations. Sans cet échange dynamique, on ne construit pas la démocratie et on ne construit pas le développement. Après Kolda et Sédhiou, le ministre de la Communication et sa délégation ont pris la direction de Ziguinchor, dans la capitale du Sud. Ils vont organiser un forum pour définir avec les populations locales les contours définitifs des programmes de la RTS 4. La voix de l'Amérique plus présente et plus visible au Sénégal, c'est le souhait du gouverneur de Bibi-Djigov, Ahmed Westem, était hier dans les locaux de la RTS. Des projets de coopération sont envisagés entre les 2 boîtes, échange d'informations internationales et de programmes, entre autres objectifs, faire face à la concurrence audiovisuelle. Nous l'écoutons au micro de Fatou Diouf. Je suis bien impressionné par RCS, par son équipe, par le nombre de programmes, par le nombre de langues que vous utilisez dans vos émissions et aussi par la qualité de l'équipe, la qualité des émissions. L'Afrique est devenue une priorité géostratégique pour les États-Unis.
et certainement le Sénégal étant donné la démocratie la plus forte dans la région, il est très important d'avoir une présence plus visible, surtout étant donné la concurrence avec d'autres services publics internationaux, surtout les Chinois qui sont beaucoup plus visibles dans la région. Et donc il est très important aussi étant donné les crises dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans le Mali et aussi en République centrafricaine, que nous soyons plus visibles dans la région. Pour la RTS, nous espérons être une source d'information importante, de reportage sur des affaires internationales. L'importance et l'enjeu de l'alimentation et de la nutrition scolaire, la thématique a réuni ce matin experts nationaux et internationaux, des acteurs et des décideurs de plusieurs pays de la sous-région et du Brésil. Un forum de 2 jours pour réfléchir sur des propositions pertinentes et durables sur des programmes nationaux pour prendre le relais du PAM qui a annoncé son retrait dans la gestion des cantines scolaires. Massamba Tian. La problématique de la nutrition à l'école doit être au cœur des politiques éducatives. En effet, l'élève, la raison d'être du dispositif d'enseignement-apprentissage n'est pas réceptif lorsqu'il a faim ou il est mal nourri. Ce forum qui entre dans le cadre des décisions fortes prises lors du sommet de haut niveau tenu au Brésil en 2010 est organisé pour mettre à disposition des propositions pertinentes et durables allant vers la généralisation des cantines scolaires. Les pays avec plus d'expérience comme le Brésil ont la responsabilité morale d'appuyer les autres. Forte action est nécessaire pour combattre la faim et la pauvreté. Je pense qu'il faut déjà penser à la mise à l'échelle de ce genre de programme et une implication forte de partenaires nationaux, institutionnels, qui ont un rôle à jouer dans ces aspects de santé et de nutrition. Et dans l'optique de rendre les cantines scolaires comme une plateforme multipurpose, le PAM s'est résolument inscrit dans une dynamique d'achats locaux pour stimuler la production agricole et l'économie locale. Pendant 2 jours, ces experts nationaux et internationaux échangent sur les expériences de leur pays liées à l'alimentation et à la nutrition scolaire. Dans cette optique, le gouvernement du Sénégal s'est résolument engagé à promouvoir un environnement sain et salubre marqué par la mise en place des cantines scolaires. Cette composante essentielle de notre planification stratégique fixe la priorité sur le confort et la sécurité de l'élève. Au Sénégal, avec le retrait annoncé du PAM, les initiatives de la FAO dans le cadre du projet d'aménagement agricole de Kédougou et Plan Sénégal pour ses projets de champs communautaires seront au centre des discussions. Le projet DEC 2 est le projet phare du gouvernement du Sénégal en matière d'aménagement forestier. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Environnement à Kowar, dans la région de Tambacounda. Morngom, accompagné de la directrice des opérations de la Banque mondiale à Dakar, visiter les réalisations du projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles de substitution. Ibrahima Fall Junior. Première étape d'une visite marathon, les locaux flambant neufs de l'inspection des eaux et forêts de Tamba, réalisé par le projet dans sa phase 2 avec un financement de la Banque mondiale. Après avoir inauguré le bâtiment, le ministre de l'Environnement et sa délégation ont eu droit à une exposition didactique qui renseigne sur les réalisations du projet. Fourneau Djambar, combustible domestique à base de résidus agricoles, en somme tout produits et procédés technologiques utilisés par le projet et qui concourent à réduire la forte pression sur les forêts. L'occasion a été saisie pour offrir aux femmes productrices de charbon les clés d'une boutique projet. Nous recevons les clés avec un grand enthousiasme. Déjà, il y a des femmes de la région de Tambacounda qui sont pleines d'abnégation et de travail. Donc aujourd'hui, nous étions les partenaires des eaux et forêts. À Dialokoro, dans le département de Sinthiou Malam, Morngom découvre l'utilisation du biodigesteur, procédé technologique qui utilise la bouse de vache comme source d'énergie, remplaçant ainsi le charbon de bois. Ils ont aussi droit à l'énergie propre, ils ont droit à une énergie aussi moderne. Donc ça aussi, c'est vraiment une solution que nous avons trouvée.
trouver pour remplacer le gaz butane que nous utilisons en ville. À 57 km à l'est de Tamba, dans la forêt aménagée de Kaor, c'est la meule casamassaise qui fait de l'effet aux visiteurs. En 2013, le projet a réussi l'aménagement de plus de 500 000 hectares de forêt avec plus de 8 milliards de francs CFA de revenus pour les communautés. Pour la Banque mondiale, il est très important à veiller à que ces acquis soient gardés. D'abord en travaillant sur 3 choses, la gouvernance, la transparence et la durabilité. Réforme du code forestier, fiscalité forestière et adjudication forestière, telles sont les perspectives annoncées par Morngom, tout en insistant sur la nécessité d'une gouvernance verte pour reprendre le protecteur de la nature Macky Sall. Nous y arriverons en cultivant la concertation pour bâtir des consensus justes, équitables et transparents. Le tout dans une conscience environnementale constante. Il y a un fait qui nous oblige et que nous devons toujours mettre au devant. Les ressources naturelles appartiennent aux générations futures. Nous ne sommes que les gardiens du moment. Nous devons tout faire pour les préserver. Le ministre de l'Environnement a réitéré ses remerciements à la Banque mondiale et au Fonds nordique de développement qui ont financé le projet 2. Tournée du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans le nord du pays. Pape Diouf a profité de l'occasion pour visiter les chantiers d'assainissement rural du programme d'assainissement et d'eau potable du millénaire PEPAM. Il a également procédé à l'inauguration du forage Mbelogne-Bayedi dans le département de Dagana. L'ouvrage fait partie d'un programme global financé à hauteur de 28,3 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Jérôme Gomis, Pape Bonatiao. C'est un ouf de soulagement pour les populations de Mbelogne-Bayedi dans la communauté rurale de Mbane. Ici, elles parcouraient de longues distances à la recherche du liquide précieux. Désormais, elles disposent d'un forage à proximité de leur concession. Monsieur le ministre, chers invités, le village de Mbelogne-Bayedi s'est réveillé aujourd'hui avec son cortège d'émotion parce qu'une vieille doléance de ces populations et des villages environnants vient d'être réalisée par le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall. Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du volet hydraulique rural du programme d'eau potable et d'assainissement du millénaire PEPAM, le forage Mbelogne-Bayedi polarise 6 villages pour une population totale de 1612 personnes. L'accès adéquat à l'eau potable des populations rurales constitue l'un des objectifs majeurs de la stratégie de développement économique et social du gouvernement du Sénégal. Cette option prioritaire marque la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative les conditions de vie des ménages et d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le secteur de l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique et sa délégation se sont ensuite rendus à Mbilor, toujours dans le département de Dagana, où une unité de potabilisation des eaux est en cours de construction. L'ouvrage va permettre de traiter l'eau tirée du Doué, un diffluent du fleuve Sénégal, pour la rendre propre à la consommation pour une capacité de 25 m3/h. Ici également, les populations ont dit leur satisfaction. D'autres populations qui, elles aussi, attendaient avec impatience l'arrivée de la délégation du ministre de l'Hydraulique, celle de Tiangaï, dans la communauté rurale de Fanaïdiri. Le village a bénéficié de la réalisation d'un bloc sanitaire scolaire et de 205 latrines. À Tiangaï, le volet assainissement rural du PEPAM va toucher une population de 2050 personnes. Ici encore, comme partout où la délégation est passée, les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. Voilà, nous en venons à notre reportage du jour. Dakar connaît une fraîcheur inhabituelle depuis quelques jours donc. Une occasion de plus pour chauffer et embaumer les chambres et autres salons. Pour ce faire, l'encens est souvent utilisé, mais attention à l'excès. L'encens et ses astuces, un reportage signé Maïmounassi. Les noms de ces différents encens renseignent sur l'inspiration des Sénégalais. Djaddi Djaddi, 24 heures, Dinamaner, Tchakagoun, la liste est loin d'être complète. Nous sommes chez Moudou Touraï, spécialiste de l'encens. Ici, la gamme est large et variée. Avec la fraîcheur du moment, les femmes en raffolent. Nous avons plusieurs types d'encens. Présentement, les femmes optent pour le week-end. Oui,
week-end pour épater votre homme. Seulement, l'usage de ces produits pose parfois problème. En cherchant une source de chaleur et une atmosphère de rêve, beaucoup de femmes s'exposent au risque d'asphyxie au monoxyde de carbone, un gaz nocif 350 000 fois plus rapide que l'oxygène en termes de diffusion. Et il va rentrer à l'intérieur du corps humain et aller occuper les sites qu'occupait normalement l'oxygène. Et c'est ça qui va faire que le sang ne va plus être oxygéné normalement, mais également les tissus ne vont plus être oxygénés normalement. Et le manque d'oxygène va faire une sorte de crampe généralisée du corps, et ce qui fait que c'est des gens qui meurent sans pouvoir crier, sans pouvoir rien faire. Ils meurent dans le sommeil ou dans l'indifférence totale. Un mauvais usage de l'encens peut donc être un facteur d'exacerbation de certaines maladies respiratoires. Il y a des manières indiquées d'utiliser l'encens. Vous pouvez mettre d'abord un bout de papier d'aluminium sur les braises, ensuite vous mettez l'encens. Sinon, vous utilisez une cuillère que vous mettez sur les morceaux de charbon avant d'utiliser l'encens, ou même recouvrir les braises de cendre. On peut tout simplement prendre ces petites mesures. Il est important de savoir que en période de froid, lorsqu'on doit mettre une source de chaleur, il faut attendre que le charbon soit vraiment incandescent pour le mettre dans la chambre, mais également lorsqu'on doit utiliser du tourail, il faudra le mettre de façon très succincte, à sorte que ça ne dégage pas une fumée qui puisse irriter les voies respiratoires. En clair, le danger réside dans la mauvaise utilisation de ces produits. Certaines variétés d'encens ont la réputation de mettre en forme, d'où l'analogie avec ce médicament bien connu pour garder la pêche. De là à trouver des vertus aphrodisiaques à l'encens. Le pas est vite franchi par quelques vendeurs et même utilisateurs. Tout est dans le nez ou la tête. Reportage signé Maïmounassi. Les travaux d'élargissement et de prolongement de la VDN vont démarrer au mois de juin 2014. En prélude, le préfet de Dakar s'est rendu sur le tracé de la route, de la nouvelle route donc, tout en informant les occupants de la voie publique que leur décrépissement était imminent. Reportage Oreïtiam. Le prolongement de la VDN du 6S à Golfe va améliorer la mobilité sur ce tronçon, mais en attendant, il faudrait procéder à un profond réaménagement de cet espace occupé de manière anarchique très souvent par des constructions, des mécaniciens, des menuisiers, des gargotes ou autres commerces. Le préfet de Dakar a voulu adopter une démarche diplomatique en sensibilisant de vive voix les personnes concernées. Nous tenons à donner un aspect humain à ces opérations de désencombrement. C'est dans cette dynamique-là que nous avons voulu leur parler, en compagnie donc de la gendarmerie, des sous-préfets de la ville de Dakar, mais aussi des maires des communes d'arrondissement environnant, pour qu'ils puissent être sensibilisés d'ores et déjà sur le besoin qu'il y a de libérer cette voie. Les travaux de prolongement de la VDN sur 9 km seront entamés en juin 2014, et ce sur 18 mois sous la houlette de l'AGEROUTE. Le projet il est financé par la Banque islamique de développement. Donc il y avait sur le tracé, il y a deux zones d'encombrement qui ont été notées. La première zone, c'est la zone de Djamalaï qu'on vient de visiter, et la zone de Cambérène. Pour le moment, il n'y a pas encore de position notée par rapport à ce projet qui est aujourd'hui considéré d'utilité publique, même par les occupants de la voie publique. On s'est préparé, on est allé rencontrer les gens de Malika et on s'est doté beaucoup de documentation pour parer à toute éventualité. Et nous nous réunissons chaque mois alors pour faire face et pour faciliter. Donc l'État a son projet qui est un bon projet, mais il faut que les droits des citoyens puissent être respectés. Pour le cas de Cambérène, c'est différent. En tout cas, les occupants seront indemnisés à juste titre. Même nous savons que cette occupation est anormale. Nous en sommes conscients, mais nous voulons que l'État nous aide à avoir un site de recasement pouvant nous accueillir, même s'il faut payer symboliquement. Le préfet de
Dakar a poursuivi sa visite au pas de charge tout au long du tracé de cette future route de la VDN. Ensuite, il s'est rendu au pont Sénégal 92. Ici, la Géroute doit entamer de grands travaux pour fluidifier la circulation et ce garage de fortune devra être délocalisé après la Padoue cap sur la route des hydrocarbures pour y constater et déplorer la démolition des barrières et le stationnement anarchique des camions gros porteurs sur la voie principale. Le préfet de Dakar vient ainsi de lancer sa croisade contre les occupations anarchiques, aussi bien sur les trottoirs que sur les routes. La France a une dette à l'endroit des soldats musulmans qui ont combattu pour elle. Ce sont là des propos de François Hollande qui s'est rendu aujourd'hui à la grande mosquée de Paris. Selon les historiens, 55 000 musulmans sont morts au combat durant la guerre 14-18. Qui étaient ces combattants, devenus donc d'ailleurs élément de réponse dans ce reportage de nos confrères de France 2. L'armée française avait imaginé une guerre rapide avec des blessés légers, mais dès les premiers mois de 1914, les pertes humaines sont colossales. La France doit alors recruter des combattants. Elle se tourne vers ses colonies. L'Algérie, alors département français où le service militaire est obligatoire, puis le Maroc et la Tunisie. Près de 300 000 Maghrébins sont mobilisés. À mesure que le conflit s'amplifie, l'armée enrôle de gré ou de force dans ces colonies d'Afrique noire, au Sénégal, au Mali, au Tchad ou encore en Centrafrique, où un tiers des conscrits sont musulmans. En versant le même sang, vous gagnerez les mêmes droits, leur promet la France. Les troupes du Maghreb sont engagées dans les unités d'infanterie, elles sont de tous les combats. Ce sont des hommes qu'on estime résistants, qui souvent viennent de populations habituées au climat rigoureux, populations montagnardes. Les tirailleurs d'Afrique noire, eux, seront rapatriés à l'arrière. Les premiers bataillons sénégalais, imaginez, sont engagés dans l'Isère, dans cette bataille de l'Isère de l'hiver 14-15, dans la glace, dans la boue, ce qui vraiment sont des conditions extrêmes pour ces tirailleurs qui viennent du continent africain. Et donc là, effectivement, les pertes vont être extrêmement importantes. Les pathologies pulmonaires en particulier vont créer plus de pertes, d'ailleurs, que les obus ennemis. Des combattants et de la main-d'œuvre. 140 000 Maghrébins sont engagés pour faire tourner l'industrie française et ils ne sont pas les seuls. C'est la première réelle vague d'immigration de travail, elle est liée à la Grande Guerre. On calcule qu'en tout, entre les combattants et les travailleurs, ce sont près de 600 000. 600 000, c'est énorme. Indigènes, entre guillemets, puisque c'est le terme de l'époque, mais en tout cas colonisés, qui vont fouler pour la première fois le sol de la France. Autorisés et encouragés à pratiquer leur culte. En pleine guerre, il faut entretenir le moral des troupes. La France veut montrer qu'elle se soucie des soldats musulmans. En 1916, une mosquée est installée dans le jardin colonial de Nogent-sur-Marne. À la fin de la guerre, ces soldats seront parmi les plus décorés. En 1922, la grande mosquée de Paris est érigée pour leur rendre hommage. Aujourd'hui, le nom des 55 000 musulmans étrangers morts pour la France figure sur ce site internet, aux côtés de tous les combattants de la Grande Guerre. Nous en venons à notre rubrique du mardi, au cœur de nos cultures. Nous nous intéressons aujourd'hui donc à la communauté Lébou, cette fois-ci pour découvrir le Ndaourabine, une danse inventée par les femmes Lébou, décente et chargée de signification. Le Ndaourabine rythme les cérémonies d'intronisation des Djaraf, les séances de Ndeup et autres événements heureux. Fatou Diouf. Le Ndaourabine, une danse traditionnelle Lébou. À l'origine, les séances de Ndaourabine avaient lieu juste avant l'hivernage. Ndaourabine signifie les jeunes bouger, sauter, danser, mais pas n'importe comment. Il y a toute une chorégraphie à respecter. Ndaourabine ne date pas d'aujourd'hui. Chez les Lébou, dès l'âge de 7 ans, on initie les enfants au Ndaourabine et au Goumbé. Ça se transmet de génération en génération. Une danse originale et classique. La décence y est de mise. Des pas de danse dynamiques, beaucoup de gestuels, mais aucune des femmes ne laisse apparaître son corps.
On doit danser sans exhiber notre corps. C'est pourquoi on superpose 2, 3 ou 4 pagnes et 2 boubous. Les femmes s'habillent en tenue traditionnelle, de longues robes, plusieurs pagnes, 4 au minimum, sans oublier coiffures et parures ancestrales. Bref, tout renvoie à la femme sénégalaise d'hier. C'est vraiment traditionnel. Vous voyez, sa tête, ses bijoux, tout ce qu'elle porte relève de la tradition. Le Ndao-Rabine est aussi une danse sacrée. Il se pratique lors des cérémonies de Ndepo, aux séances d'exorcisation ou d'intronisation des girafes, des guiréos et autres dignitaires lébou. Mais aussi lors des journées culturelles, les fanales, baptêmes ou mariages. Le Ndao-Rabine a résisté au temps, il s'est transmis de génération en génération. C'est à l'âge de 7 ans que jeunes filles et garçons sont initiés à cette danse. Ça va se perpétuer puisque actuellement on initie nos enfants. Ils font des entraînements et demain ils prendront la relève. Comme toute tradition, cette danse propre à la communauté lébou a été progressivement influencée par la modernité. Le Ndao-Rabine s'est transformé en une sorte de carnaval folklorique. Les femmes se déguisent en hommes, les hommes en femmes. Du coup, il a perdu son originalité, s'indignent certains conservateurs. Le temps passe, mais les Lébous demeurent attachés à la danse du Ndao-Rabine. Un rythme qui perdure, tout le contraire des danses obscènes qui durent le temps d'une rose. La rubrique au cœur de nos cultures qui nous revient la semaine prochaine, mardi donc. Près de 800 ouvrages de sciences juridiques ou politiques, de gestion entre autres, c'est le don que le ministre du Budget a fait donc hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est d'une valeur de 40 millions de francs CFA, une manière pour lui de venir en aide à l'institution en période donc de pleine mutation. René Massiga Diouf. Le don représente le budget annuel des acquisitions en ouvrage de toute l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un lot qui couvre l'essentiel des spectres des sciences juridiques ou politiques, la gestion, le domaine de la formation et de la recherche. 791 livres pour une valeur estimée à 40 millions de francs CFA. Le geste est d'une haute portée dans le contexte actuel de fonctionnement de l'institution d'enseignement supérieur. Au moment où nos universités sont confrontées à des problèmes de documentation dus aux effectifs pléthoriques que nous accueillons, c'est donc constitué pour nous un élément important, un élément vital dans la formation et dans la recherche. Le ministre du Budget, ancien étudiant de l'UCAD et ancien enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques, en est le généreux donateur. De ses mains, le représentant du recteur a reçu le don en présence des ministres de l'enseignement supérieur du Sénégal et de la Guinée-Bissau, une manière pour lui d'aider l'université dans cette période de mutation. Globalement, un geste que nous avons voulu poser en guise de reconnaissance à l'université de Dakar qui nous a formés, qui a contribué largement à notre formation, parce que dans cette université que j'ai obtenu la maîtrise, mais également un signe de solidarité à nos jeunes frères et sœurs étudiants qui sont en quête de savoir dans cette université. Je crois que c'est un devoir. Décrite comme une institution à la croisée des chemins, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a plus que jamais besoin de cette aide. Ces méthodes classiques d'acquisition de documentation ne suffisent plus pour satisfaire les besoins de la bibliothèque, raison pour laquelle cette donation est fortement appréciée. Vous donnez à l'université quelque chose qui lui est très cher, le livre. Pour tout ce que signifie le livre, tout ce qu'apporte le livre, tout ce que l'université fait pour et à travers le livre. Vous nous apportez là, je dirais, la denrée sans doute la plus précieuse que nous pouvons rencontrer dans cet espace. L'UCAD n'est que la première étape d'une démarche généreuse qu'il entend faire bénéficier à d'autres universités du pays. Les femmes leaders du Sénégal en ordre de bataille pour une bonne représentativité de la gente féminine au sein
des futures collectivités locales du pays. Après la sensibilisation des candidates sur l'enjeu de la gouvernance locale, elles ont rencontré les animateurs des radios communautaires, une stratégie qui vise à valoriser à la base les femmes porteuses d'espoir pour leur communauté pendant les élections locales de juin 2014. Lamine Touré. Élections locales de juin 2014, c'est seulement dans 4 mois au Sénégal. Les femmes sont déjà dans l'ambiance de cette compétition électorale. Cette rencontre des femmes leaders du Sénégal, la deuxième du genre en l'espace de 3 semaines, marque un tournant important dans cette mobilisation. Compte tenu du nombre extrêmement important de femmes, c'est des milliers de femmes qui vont être candidates, il n'est pas possible de procéder à une démarche classique. C'est la raison pour laquelle nous avons utilisé les outils de communication pour faire une campagne de masse. Cette organisation ne pouvait trouver meilleur cadre que les radios communautaires qui sont des radios de proximité très proches des populations. Des radios communautaires pour accompagner les candidates aux élections locales. Il s'agit de les utiliser pour convaincre les populations dans le choix de leurs futurs élus locaux. Je suis persuadé que les populations aujourd'hui sont avec les femmes, en tout cas au niveau de la base. C'est un travail maintenant qu'il nous reste à faire pour conscientiser tout le monde, pour montrer que les femmes, à travers leurs organisations déjà, si je prends l'exemple des groupements féminins, des associations qui sont dans le secteur de l'élevage, des associations qui sont dans le milieu de l'agriculture, elles ont fait suffisamment de preuves de leur capacité, de leurs compétences, pour qu'on puisse également leur faire confiance pour gérer une collectivité locale. 600 futures communes pour près de 8000 élus répartis dans tout le pays. Le caucus des femmes leaders du Sénégal veut une application de la loi sur la parité dans ces jours électoraux. Dans cette dynamique, la communication de masse sera utilisée pour mieux valoriser les femmes porteuses d'espoir à la base. Sport pour boucler 11e championnat d'Afrique de tir, entrée en lice des Sénégalais ce mercredi. Les Lions ont l'ambition d'être sur le podium africain. Arrivé lundi matin dans la capitale égyptienne, l'équipe nationale est dans de bonnes conditions, nous dit Seniyat Moulo. Ça a été très long et fatigant, mais à l'arrivée, la délégation a été surprise par l'accueil des Égyptiens, mais surtout de son Excellence, l'ambassadeur du Sénégal en Égypte, qui a créé la sensation et l'admiration des responsables de la Fédération et des Lions. Une surprise agréable qui a remobilisé le bloc autour de l'essentiel, qui est de faire un bon résultat à ce rendez-vous continental. On a fait ce qu'il faut faire. On a vu avec les officiels de la SSF. Donc pratiquement tout est réglé, tout est en ordre. Ceux qui sont au pistolet sont là, parce qu'eux ils tirent ici, et les skitters tirent séparément dans un autre stand qui n'est pas du tout ici, là où nous sommes. Pour la première journée, nos tireurs sont au repos et vont en profiter pour affûter leurs armes. Ils seront en lice ce mercredi à partir de 9h et auront en face des adversaires venus du Kenya, de l'Algérie, de la Tunisie, mais surtout du pays organisateur, l'Égypte. 5 jours de compétition où le mental devra être de mise pour que les Lions puissent atteindre leur objectif. La bonne chance à nos Lions. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Tigo may na leen ay bonus 100% ak 100% bonus yi mën ngeen